Bonjour à tous, votre podcast média favori revient cette semaine, encore une fois à distance pour des problèmes de planning, mais on vous a préparé un programme chargé. Avant de commencer, je vous encourage à vous abonner ou à lâcher un petit like, un commentaire, car ça nous fait énormément de bien et ça nous fait connaître. Le dernier podcast a amené pas mal de monde à se manifester et franchement c'était trop bien. Il est temps de commencer cette émission en commençant par présenter mon compère habituel. Comment vas-tu, David ? Eh bien, bonjour David. Écoute, je suis en vacances sur la Côte d'Azur. J'ai vu l'excellent Knock at the Cabin de Night Shyamalan hier soir et je porte un t-shirt Tortue Ninja. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas aller. Ah bah effectivement, là tu commences la journée correctement. Et ce n'est pas un pyjama, on précise que voilà, on tourne le Ah non, matin, mais ce n'est on pas un tourne le matin, pyjama. mais ce n'est pas un Nous sommes, pyjama. Un nous, pyjama. nous sommes habillés. Bon bah écoute, cette semaine nous aurons donc nos habituelles news, une chronique télévision, et pour notre sujet principal, nous avons décidé de rentrer dans le détail de ce qui se passe chez DC Comics et chez Warner, car il y a eu énormément de remous. Allez, c'est parti, c'est l'heure des news. Allez, c'est parti pour les news, et la première news, c'est toi qui nous en parles, David, avec un départ en retraite. Oui, alors c'est une news effectivement qui est tombée alors il y a quelques jours au moment où vous écouterez ce podcast, tout récemment quand on l'enregistre. C'est pas une surprise, mais effectivement Harrison Ford a confirmé lors d'une interview pour le fameux site internet américain Variety qu'il ne serait plus dans la peau d'Indiana Jones après Indiana Jones 5. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas une surprise, mais il n'y avait pas eu de confirmation officielle jusque-là. Il faut bien avoir conscience que quelques jours après la sortie du film de James Mangold, qui devrait arriver chez nous à la fin du mois de juin, Harrison Ford va fêter ses 81 ans. C'est donc pas illogique de ne plus le voir dans le rôle du célèbre aventurier. Mais il déclare donc à Variety: j'ai toujours voulu faire ce dernier film. Je voulais tourner le reste de l'histoire pour voir la fin de sa carrière en fait, et c'est fait. Il ajoute donc que ce sera bien la fin des aventures pour lui, puisqu'il dit Ouais, ce sera la dernière fois pour moi. Alors, y aura-t-il un Indiana Jones 6 sans Harrison Ford? Eh bien, en fait, la réponse, vous la connaissez déjà. Ça dépendra du succès en salle du numéro 5. Effectivement, forcément. la Fox, Disney et Lucasfilm l'ont confirmé. Effectivement, si le Cadran de la Destinée, c'est le nom de ce 5e opus, est un succès, il y aura un épisode 6. Mais sans Harrison Ford, quoi qu'il arrive, on a déjà quelques pistes chez Disney sans trop les dévoiler, évidemment, euh, pour quelqu'un qui pourrait lui succéder. Ça pourrait notamment être une femme. On pense notamment au personnage joué par Phoebe Waller-Bridge, qui va être la filleule d'Indiana Jones, qui pourrait peut-être reprendre le rôle. Ça, c'est une rumeur. En tout cas, il n'est pas exclu qu'Harrison Ford fasse un caméo, si jamais il y avait une suite, ou en tout cas ait un petit rôle. Mais pour l'instant, on n'a quand même pas l'air de trop se diriger vers ça. Il faut rappeler donc encore une fois qu'il aura 81 ans et que certes, s'il met un terme à sa carrière d'Indiana Jones, eh bien, il ne met pas un terme à sa carrière d'acteur, Oui. puisqu'il a quelques projets sur le feu encore en 2023. Oh, c'est très bien. Oui, après, là, c'est vrai que pour les films d'action, il faut peut-être s'arrêter tout doucement. On voit par exemple Clint Eastwood qui maintenant bouge plus trop dans les films qu'il réalise pour éviter de se fouler quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Bah écoute, moi, ma news, on part du côté plutôt des plateformes avec Netflix qui devient le grand mécène de la cinémathèque française. C'est une grande nouvelle. Vous le savez, Netflix a promis, pour profiter d'une meilleure chronologie des médias, de financer l'audiovisuel français à hauteur de 40 millions d'euros par an, à peu près, soit 4% de son chiffre d'affaires. L'exemple le plus récent est bien évidemment Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Vous pouvez voir le logo de la fameuse plateforme en début de générique. Mais dans une partie un petit peu moins sujet à polémique, on a l'exemple de la restauration de Napoléon d'Abel Gance qui était en cours justement et Netflix avait financé cette restauration. Alors donc Netflix devient le premier financeur de la cinémathèque française avec la promesse forcément d'organiser des programmations de cinéma patrimoine, des avant-premières, des masterclass, des activités jeunes publics ou encore des expositions temporaires autour de films qui existent déjà mais aussi autour des films de la plateforme Netflix. Donc ce sera l'occasion de pouvoir voir de nouveau des films de Netflix sur grand écran. Alors tout ça rapproche forcément encore une fois Netflix du cinéma et des grandes salles. On rappelle qu'ils avaient organisé la projection de certains de leurs films d'auteurs en salle l'année dernière comme Power of the Dog. Personnellement, je trouve ça très bien. Le cinéma et les plateformes se rapprochent de plus en plus. Alors, on n'a pas le temps de vous faire toutes les news de la semaine. On vous invite à aller sur Twitter ou Discord pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du cinéma. Mais on a d'autres news qui parlent de ça et qui montrent que là, les plateformes commencent à comprendre que le cinéma, c'est peut-être quelque chose d'essentiel et que ça peut devenir quelque chose de très vertueux de travailler en collaboration directement avec eux.
C'est sûr, moi je pense que tout ce qui peut rapprocher les plateformes et le cinéma, c'est de toute façon une bonne nouvelle. Je pense que la cinémathèque avait de toute façon besoin de financement, c'est quelque chose qui Oui, est très coûteux, on en parlait de toutes ces choses-là, et aujourd'hui les grands acteurs, les acteurs les plus riches, eh bien, c'est souvent des géants américains, c'est le cas de Netflix, et encore une fois, on le dit, c'est un peu notre credo dans cette émission, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout peut être complémentaire et pas forcément en concurrence tout le temps. Et c'est ce ça. rapprochement, pour moi, effectivement, c'est une très bonne chose. Je te rejoins complètement. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde global de l'audiovisuel. Après, on l'a déjà dit, les plateformes, par exemple, vous avez des sujets dans d'anciens podcasts où on montre véritablement que les plateformes sont en train de rentrer en collision et que forcément certaines vont être vouées à disparaître, mais que dans l'ensemble, Oui, l'audiovisuel mondial peut travailler en symbiose. oui, voilà, ce que je veux dire quand je dis il y a de la place pour tout le monde, c'est il y a de la place pour la télé, pour le cinéma, pour Ouais, les complètement. plateformes. C'est ça. Euh, L'un ne va pas, enfin, l'arrivée de l'un ou de l'une ne va pas forcément entraîner la disparition de l'autre. Et on le voit d'ailleurs puisque le modèle économique du cinéma tient bon malgré les grosses difficultés de ces derniers mois, que les plateformes étaient en plein essor et là atteignent une stabilité, et que la télévision d'un point de vue mondial, n'a pratiquement jamais été autant regardé que maintenant. Donc voilà, ça montre bien que tous les trois ne sont pas forcément concurrence et que finalement, ça a eu quand même, on pourrait peut-être en parler une prochaine fois, mais un impact vertueux par contre sur tout ce qui est illégal, hein, puisqu'il y a beaucoup moins de téléchargements de films et de séries en Bien illégal sûr. depuis qu'il y a les plateformes aussi. Donc ça, c'est quelque chose de positif qu'on peut noter. Ah oui, c'est clair. Mais les plateformes sont arrivées, et c'est vrai que ça a été très pratique de se dire qu'on avait une aisance maintenant à regarder un film, et c'était juste ça en fait qui manquait au public, et c'est pour ça que le téléchargement illégal est arrivé, c'est parce que il n'y avait pas ce côté pratique dans les plateformes, parce que les plateformes de VOD et de SVOD sont arrivées quand même assez rapidement, une fois qu'Internet est arrivé, mais c'est vrai que c'était vraiment pas pratique de louer un film à l'époque, alors que c'est vrai que quand Netflix est arrivé en promettant Monts et Merveilles, ça s'est quand même super bien passé en pouvant le mettre directement sur sa console ou sur une Android TV ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que voilà, c'est on verra ce que ça donne avec Netflix à la Cinémathèque française. Je pense qu'ils vont faire ça correctement, les connaissant. On continue à dire que voilà leur politique autour du partage de code est quand même quelque chose d'assez compliqué et leurs Ouais. tarifs aussi qui sont vraiment pas assez bien répartis. Mais dans l'ensemble, ils se rattrapent depuis quelques mois, voire quelques années. Je pense notamment à Glass Onion ou à des productions comme justement Power of the Dog qui mettent Netflix quand même en haut du podium pour tout ce qui est film d'auteur entre guillemets. Alors on oublie forcément Mubi, ce genre de choses qui sont des plateformes spécialisées là-dedans. Mais je trouve que Netflix arrive quand même à partager de façon assez correcte entre des gros blockbusters, des productions Netflix et puis des productions un petit peu plus, on va dire, arrêt essai entre guillemets quoi. Tout à fait. Affaire à suivre en tout cas, mais Mm. il y aura encore plein de choses à raconter là-dessus, ça c'est sûr. Je pense qu'on a de quoi faire plein d'émissions toutes les semaines encore Ah avec ouais, ce ouais, de sujet-là. toute façon, ouais, on a une liste de sujets à chaque fois, mais bon, c'est pour ça on vous invite vraiment à vous inscrire sur le Discord et Instagram, et Twitter aussi, parce qu'on voilà, on met des news au fur et à mesure, et on n'a pas forcément le temps d'en parler toutes les semaines, ou alors il faudrait vous faire une émission chaque jour, ce qui n'est pas possible pour le moment, même si on adorerait faire ça, mais Ah, voilà. c'est clair. Et ben écoute, on va passer à notre sujet principal, c'est parti. Alors notre sujet principal aujourd'hui, ça concerne Warner et plus précisément l'avenir de DC Comics au sein de de la maison W. Alors vous le savez, James Gunn et Peter Safran ont été engagés, Peter Safran, excusez-moi, ont été engagés en tant que directeur de la section DC Film. C'est donc un peu le Kevin Feige de la maison de Batman. De là ont découlé plusieurs décisions, comme celle de ne pas reprendre Henry Cavill dans le rôle de Superman, mais avant cela, on va vous parler d'un article qui est sorti il y a quelques semaines, qu'on gardait sous le coude parce qu'on trouvait ça important, et qui concerne Dwayne Johnson, The Rock, et son obsession pour Black Adam et son projet au sein du DCU. Alors, il faut savoir que Dwayne Johnson est un grand fan de Black Adam, et on a appris récemment, suite à un article sur un site internet, que il a forcé un peu les portes, on va dire, pour pouvoir intégrer son projet au DCEU qui était déjà en plein boom, hein, qui était déjà assez chancelant. Et donc David, est-ce que tu as est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui s'est passé? Alors rapidement, en résumé, hein, c'est un article du site Variety qui est sorti le 5 janvier dernier, il y a donc environ un mois, et qui a été repris de très belle manière sur le site internet Comics Blog, que je vous invite à consulter. C'est un site internet assez pointu sur tout ce qui est bande dessinée américaine.
et ses adaptations. Et donc là, on apprend qu'effectivement, Dwayne Johnson, alors il n'était pas seul, hein, il était avec Hiram Garcia, qui est son ex-beau-frère, et Beau Flynn, qui est un producteur américain de renom, qui a produit pratiquement que des films avec Dwayne Johnson ces dernières années. C'est le producteur de Jungle Cruise, c'est le Ah oui, producteur de d'accord. Baywatch, c'est le producteur de Rampage, ou alors encore de Red Notice sur Netflix. Et en fait, tous les deux, ils avaient ce projet un petit peu fou de se dire, eh bien, en fait, on a envie de devenir les Kevin Feige, comme tu le disais tout à l'heure, de chez DC Comics. Et leur idée, c'était vraiment de créer toute une mythologie autour de Black Adam et en parallèle de développer des films avec Superman. D'ailleurs, attention, petite balise spoiler, hein, Superman, Henry Cavill apparaît à la fin d'ailleurs du film Black Adam. Tout Et à fait. l'idée, c'était vraiment de créer tout un monde autour de Black Adam en plusieurs films, puis de reprendre Henry Cavill en Superman dans d'autres films. Et l'apothéose aurait été un grand film, Black Adam versus Superman, qui aurait été un petit peu l'Avengers Infinity War ou Endgame de chez DC Comics. Et l'idée a commencé à faire un petit peu son chemin chez Warner, mais le gros problème, c'est qu'ils ont squeezé beaucoup d'étapes. Et c'est ce qui a beaucoup, beaucoup déplu au sein de chez Warner Bros. On a eu vraiment ce sentiment qu'ils ont sauté les échelons, ils sont allés directement auprès du directeur de Warner et de Discovery, qui est donc euh, dans la pardon chez le directeur ils sont allés directement chez le directeur de Warner Discovery pour essayer de placer leur bille, hein, et ça n'a pas plu à tout le monde. Il est vrai que cette idée a fait son chemin et on s'est beaucoup posé la question de savoir si on allait aller plutôt du côté de James Gunn et Peter Safran, qui eux aussi avaient leur projet, et du côté de Dwayne Johnson. Mais finalement, plusieurs choses ont déplu. La première, encore une fois, c'est le fait que Dwayne Johnson, quelque part, en squeezant un petit peu les étapes et en se présentant de lui-même comme le grand sauveur de chez DC, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors je pense que côté Dwayne Johnson, on devait se dire qu'effectivement, DC est loin d'être au niveau, on va dire, financier de Marvel d'un point de vue succès commercial, et que c'était sans Ouais. doute une manière, il s'est dit, voilà, c'est sans doute plus facile de leur prendre DC que Marvel, entre guillemets, mais il s'est un peu placé comme un sauveur, ce qui n'a pas beaucoup plu. Et il y a aussi deux autres choses qui ont assez déplu du côté de chez Warner, c'est le fait que Dwayne Johnson ait voulu et imposé d'être crédité comme producteur de Crypto et les super animaux sortis cet été, et qu'au final il s'est très 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 peu investi dans dans la production du film et Ouais, c'est pas dans cool. sa promotion après par la suite. C'est-à-dire que il n'a apparu sur aucun plateau télé pour défendre le film, pour en parler, etc., etc. Et là, ça n'a D'ailleurs, pas. Oui, dans vas-y. son apparition dans Crypto, enfin, il fait la voix de Black Adam dans Ouais. Crypto, et c'est vraiment quelque chose qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe en disant, bah, n'oubliez pas que Black Adam existe enfin, que Dwayne Johnson est Black Adam, quoi. Enfin, je trouvais que intégrer à l'histoire, c'était pas terrible, quoi. Oui, alors effectivement, il y a cette scène post-générique à la fin où il apparaît en Black Adam, mais il faut rappeler aussi et surtout que Dwayne Johnson est le doubleur de Crypto dans la version Et oui, en plus, oui. américaine. Ouais, ouais, il est le doubleur de Crypto, le personnage principal du film, et ça a été assez dérangeant côté DC que l'acteur principal de son film ne vienne pas promouvoir le film. Et puis Bien la sûr. deuxième chose, c'est que Dwayne Johnson, pour faire la promotion de Black Adam, a décidé de faire une grande soirée et inviter tout Hollywood dans un bar, pour faire la promotion euh, que, euh, d'un alcool qu'il produit. Ah, Ça c'est peut chaud. paraître assez fou, mais ça s'appelle Teremana, voilà, je cherchais le nom. Un alcool, c'est une marque de liqueur. Et du coup, ça a été très mal vu du côté de chez Warner et DC, puisqu'il faut rappeler que c'est un film PG-13, c'est-à-dire accessible aux mineurs et aux familles aux États-Unis, et que, en fait, hein, une source dit à Variety, ces exigences ont continué à s'accumuler, mais le retour sur investissement n'était pas au rendez-vous. Il voulait mettre donc en avant sa marque de liqueur, il voulait mettre en avant la tequila avec un film qui était censé être familial, ça n'a pas plu non plus chez DC, mais on continuait quand même à vouloir quelque part réfléchir à ce projet-là, mais ce qui a été la goutte d'eau, en fait, c'est l'échec commercial de Black Bien Adam, sûr. Ouais. qui, on annonce qu'il a coûté 190 millions de dollars, et en fait, s'il avait coûté 190 millions de dollars, 190, 195, on va dire qu'il aurait été plutôt à l'équilibre, mais on ne compte pas dans ce budget les 70 millions supplémentaires qu'il a fallu pour un tournage additionnel, puisque Dwayne Johnson n'était pas forcément satisfait de ce qui avait été fait dans le film. Il a donc fallu rallonger 70 millions, ça fait 260 millions de dollars. Et en fait, le film a été un échec commercial, il n'a pas marché. Donc chez Warner, on s'est dit que c'était pas du tout opportun d'aller créer un univers tout autour de ce personnage qui finalement avait assez peu séduit
début aux États-Unis. Le succès mondial était quand même un petit peu meilleur, hein. Il a mieux marché à l'international, à l'export qu'aux États-Unis. Et c'est finalement le projet de James Gunn qui a été retenu. Et visiblement, Dwayne Johnson l'avait assez mauvaise, bien qu'il l'ait dit quand même qu'il n'excluait pas de revenir en Black Adam si un jour il y avait un multiverse chez DC Comics, et multiverse dont James Gunn n'a pas fermé la porte. Je pense qu'aussi c'était quelque chose d'assez diplomatique en se disant, voilà, ils ont dit, écoute, on va pas te garder, c'est pas ton projet, mais on sait jamais. Ouais. Peut-être que tu reviendras. Donc c'est en fait quelque chose qui s'est passé à la fin de cette année 2022, c'est très récent, mais qui en fait a vraiment conditionné l'avenir du DC Extended Universe au cinéma. C'est ça, voilà. Mais ça, enfin voilà. Après, comment dire, Dwayne Johnson n'est pas une mauvaise personne, mais c'est vrai que pour le coup, enfin, je sais pas, je le connais pas, mais Ouais. pour le coup, je trouve que là, c'est vrai que on sentait vraiment l'opportunisme à plein nez, et en plus de ça, malheureusement, le projet a capoté. C'est vrai que Black Adam, on l'attendait un peu comme le sauveur de DCEU, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de chez DC qui était rattaché au reste de l'univers qu'on connaissait déjà, et donc voilà, on espérait énormément, nous aussi en tant qu'exploitants, et voilà le beat que ça a eu, et c'est, on va dire, justifié, parce que le film est pas exceptionnel, et on s'attendait à bien mieux de la part de Dwayne Johnson, de Jaume Collet-Serra, et bien sûr des studios Warner. Dans tous les cas, on va revenir au présent, et comme on vous l'a dit, c'est maintenant James Gunn et Peter Safran qui ont, on va dire, la main mise sur les productions d'ici, et donc ils ont remis à plat beaucoup de choses. Et donc a déjà commencé par le nom. Le nom a changé, puisque de DC Films, on est passé à DC Studios. Voilà, on le sait, hein, changer de nom, ça permet de prendre un nouveau départ. Et donc 2 univers ont été créés. Alors attention, c'est là que ça se complique. Il faut bien comprendre que déjà que les semi-fans de Marvel commencent à se perdre un petit peu dans tous les films qui sortent, les phases 1, 2, 3, 4 et bientôt 5e phase, ça devient un petit peu compliqué. Bah là, d'ici, ils ont pas réussi à simplifier le truc, puisqu'ils ont créé 2 univers, DC Universe d'un côté et DC Elseworld de l'autre. Alors on vous explique tout. DC Universe, ça va être des chapitres au lieu des phases. Bien sûr, vous appelez ça des phases chez Marvel, chez DC ils appellent ça des chapitres. Le premier s'appellera God and Monsters, et il est prévu pour 2025 avec un film Batman et un film Superman. La première année, dans la même année, on aura un film Batman et un film Superman. Dans le DC Elseworld, vous aurez par contre à l'inverse tout ce qui ne concerne pas des films connectés. Vous aurez par exemple la partie 2 de The Batman de Matt Reeves, ou encore Joker's Folia 2, qui a été réalisé lui par contre par Todd Phillips. Todd Phillips, merci mon David le Sauveur, comme d'habitude, par Todd Phillips. Et on aura également dans ce lot-là une série sur le pingouin, on le sait maintenant, qui fera 8 épisodes, avec Colin Farrell qui reprendra son rôle du pingouin, et qui donc sera dans l'univers du film The Batman. Quoi d'autre vous dire là-dessus, c'est que si on passe du côté télé, vous allez avoir une série qui s'appelle Créature Commando. Alors c'est un lien étroit avec la Suicide Squad, c'est composé de monstres connus par contre, comme les vampires, Frankenstein ou encore un loup-garou. On y voit aussi la fameuse créature que l'on voit dans The Suicide Squad de James Gunn. Donc je pense que c'est vraiment James Gunn qui est amoureux de cette licence qui s'appelle Créature Commando et qui tenait à la mettre en place. On aura une série qui s'appellera Waller, qui sera une série tournée autour d'Amanda Waller, forcément. On aura Green Lantern qui maintes fois a été évoqué, des films, des séries, mais jamais réalisé. Là, le projet Green Lantern prend forme, et ça va se transformer donc en série avec des apparitions d'Hal Jordan, de Jon Stewart. C'est les porteurs d'anneaux les plus connus, on va dire, sur Terre, et le créateur annonce un trou détective à la sauce super-héros. Donc gros projet, on va voir ce que ça peut donner. On aura également The Authority, Paradise Lost, plein d'autres projets, et voilà, donc tout ça ne concerne qu'une première phase, hein, donc toutes les séries que je viens de vous donner apparemment font partie de DC Universe, donc il est possible qu'elles aient des connexions avec les films qui vont sortir au cinéma. Et donc pour finir là-dessus, The Brave and the Bold sera la première aventure de Batman au cinéma, et Superman Legacy, la première aventure de Superman au cinéma. Attention, ce ne seront pas des origin story. Moi, je trouve ça très bien, parce que maintenant, on les connaît, les histoires de Batman, on connaît l'histoire de Superman, on connaît leur origine, ça ne sert à rien de refaire un film là-dessus. On l'a vu, ça a très bien marché avec Spider-Man chez Marvel, qui a décidé de ne pas reprendre l'origin story de Peter Parker, et tout le monde connaissait l'histoire, personne n'a été perdu, donc finalement, il n'y a pas vraiment
d'obligation à reprendre l'histoire du début, même si c'est des histoires qui sont assez marquantes. Quand c'est bien fait, on se souvient de la scène d'introduction de Zack Snyder, par exemple, sur la mort des parents de Bruce Wayne, qui était assez impressionnante. Voilà, ou même les toutes premières aventures de Superman dans Man of Steel, qui permettaient de voir un petit peu l'évolution psychologique, en fait, de Clark Kent à l'époque, savoir est-ce qu'il est capable ou pas de devenir Superman. C'était intéressant, ça a été fait, je pense qu'ils veulent pas revenir là-dessus. James Gunn et Peter Safran ont quand même, à mon avis, beaucoup de respect pour ce qu'a fait Zack Snyder, et même si la Snyderverse apparemment ne va pas reprendre, ne va pas continuer, ils ne s'interdisent pas de reprendre des acteurs qui ont fait partie de l'univers d'ici. Oui, tout à fait. Alors, petite précision hein, pour Créature Commando, ce sera une série d'animation, je crois que tu l'as pas dit. Oui, non, Et c'est vrai, tu as raison, merci. voilà, que ce sera... et que toutes ces séries vont être sur HBO Max. Donc chez nous, on ne Bah sait oui, pas bien sûr. exactement où elles vont atterrir. Alors c'est vrai que c'est un projet assez ambitieux. Je trouve que c'était bien de remettre un peu d'ordre parce qu'effectivement, autant Marvel, moi personnellement, j'ai de plus en plus de mal avec leur. Enfin, je passe pas des mauvais moments en voyant leurs films, mais c'est vrai que cet univers qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, Ouais. qui s'étend. Mais au moins, on sait où on va. Hein. Ça a commencé par Iron Man, et puis il y a des phases, et voilà. Et chez DC, c'était quand même un peu plus brouillon, même si à titre personnel, c'est vrai que ces dernières années, je prenais presque plus de plaisir en voyant des films DC que des films Marvel. Là, c'est vrai que bon, ben, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'étais quand même si je suis pas fan, vous le savez si vous me suivez un peu, très fan de Zack Snyder, le côté retour d'Henry Cavill en Superman me réjouissait plutôt. Malheureusement, là, qui s'arrête, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, au moins, on sait qu'on a des univers distincts, ce qui va permettre au Batman de Matt Reeves de pouvoir Ouais, continuer ça c'est chouette. d'évoluer tranquillement de son côté, avec la série Pingouin, effectivement. Et on va pouvoir avoir cet univers connecté. Il faut noter que James Gunn, donc le patron du DC Universe, a rencontré Jim Lee, qui est lui le patron de DC Comics, vraiment la Tout à fait. branche bande dessinée, et ils ont dit qu'ils voulaient qu'il y ait vraiment énormément de connexion entre les comics et les films. Alors ça ne veut pas dire qu'il faudra avoir lu tous les comics pour voir les films, hein, bien évidemment, sinon ce serait, il se tirerait une balle dans le pied, là, ce serait vraiment pas du tout opportun, mais qu'il y aurait des connexions, que parfois on verrait certains personnages dans le film partir quelque part et qu'on pourrait en savoir plus en lisant le comics, et que les films d'animation d'ici, ça j'en suis assez friand, vont être aussi connectés à ce DC Ouais, Universe. ça c'est chouette. Alors effectivement, Superman et Batman vont arriver. Il y aura aussi le film Supergirl, Woman of Tomorrow, qui devrait Oui. d'ailleurs arriver avant le film The Brave and the Bold. Donc à voir ce que ça peut donner. Moi, c'est un personnage finalement que je connais assez peu. Et puis surtout ce fameux Swamp Thing film d'horreur. Alors ça, c'est quelque chose qui risque d'être assez intriguant. Moi, j'avais beaucoup aimé la série de CW Oui, moi autour aussi, ouais. de Swamp Thing, vraiment qui est chez nous sur Prime Video. J'avais trouvé vraiment très très sympa. Et là, de me dire qu'il récupère ce personnage pour en faire un film d'horreur, c'est vraiment très intriguant. Euh, Paradise, Paradise Lost, tu l'as dit tout à l'heure, cette série, ce sera une série Wonder Woman, je précise, donc, Oui. dont on sait assez peu de choses finalement. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas de personnages forcément très emblématiques, même si on a Batman et Superman, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre effectivement à un retour de Shazam, un retour de Flash, d'autres personnages. Le fait de mettre Wonder Woman et Green Lantern en série, ça peut être intéressant Mm. parce que ça pourra permettre d'étendre un peu le lore et puis de plus développer sans doute les personnages et de garder pour le cinéma vraiment des personnages très emblématiques comme Superman, Supergirl ou Batman. En tout cas, moi je fais plutôt confiance à James Gunn. J'ai beaucoup aimé son The Suicide Squad. Mm. J'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie 2 qu'il a fait récemment. Ça, je sais que c'est un petit point de divergence qu'on a tous les deux. Et je Faudrait suis que je pas le très fan du revoie. premier, moi, mais je suis Ah pas bah très tu fan vois. du premier. Je sais que ça, c'est une unpopular opinion à balle, mais c'est un réalisateur que j'aime bien, James Gunn. Et, euh, et je me dis que voilà, j'ai plutôt espoir qu'il puisse faire quelque chose Ouais. de cool. En tout cas, moi, en tant que fan de comics, j'irai les voir quoi qu'il arrive. Donc, je me dis que bon, j'espère que ce sera bien. Et on va voir. Il a aussi beaucoup parlé quand il a dévoilé ce DC Universe, il a beaucoup parlé du film The Flash qui va sortir Ouais. chez nous en juin, en disant que pour lui, c'était vraiment un point central de tout l'univers qu'il allait créer. Ah, ça c'est Et, bien. euh, et visiblement, alors évidemment, c'est chez Warner et chez DC qu'on dit ça, ils n'allaient pas dire on a fait une sacrée merde. Mais visiblement, les gens sont très très enthousiastes du premier montage de The Flash. Et du coup, voilà, ça risque vraiment d'être un moment fort. Donc j'ai vraiment hâte de le voir, du coup, celui-ci. Ah, c'est cool. Ouais, mais c'est justement la question que je me posais, savoir s'ils allaient garder ce fameux The Flash en fait pour le reste du DCEU. Euh,
Alors, est-ce qu'ils vont garder... Alors, apparemment, ils avaient l'air de dire qu'ils garderaient Ezra Miller pour une réincarnation de The Flash s'ils avaient besoin, parce que, bon, voilà, il avait... Ouais. pour des points, voilà, après ça c'est une autre histoire, mais bon, il y a eu des soucis avec Ezra Miller, et apparemment il a promis d'aller faire une thérapie, etc. Et donc aller en centre de désintoxication, et que pour ça, voilà, c'était la promesse qu'il devait faire s'il voulait rester au sein de l'univers Warner. Parce qu'il faut savoir qu'il avait aussi un rôle dans les Animaux Fantastiques. Donc je pense qu'il a un contrat avec le studio et que s'ils veulent le garder, l'un comme l'autre, s'ils veulent garder les avantages, il faut qu'ils fassent des efforts des deux côtés. On espère que ça va être au niveau de ce que peut produire Marvel, au niveau du succès, je parle pas forcément au niveau de la qualité de réalisation, Ouais, c'est bien vrai que sûr. tu le disais, Marvel, voilà, là j'ai vu les premiers retours de Ant-Man, de mon côté, sur Twitter, ça a pas l'air exceptionnel. Encore une fois, il paraît que c'est quand même une grosse bouillie de fond vert, et que malheureusement, scénaristiquement, ça n'apporte pas grand-chose. On en parlait la dernière fois, finalement, les Marvel, c'est devenu des introductions aux prochains films, qui sont eux-mêmes des introductions des prochains films. Donc finalement, c'est des films où il se passe pas grand-chose, et qui ne peuvent pas se tenir, malheureusement, d'eux-mêmes. C'était d'ailleurs le gros avantage des Éternels, dont on parle souvent, qui est un des derniers films qui pouvait vraiment se regarder d'un bloc, et puis Ouais. voilà, donc à voir si Warner va réussir à faire la même chose, c'est-à-dire pouvoir créer des films qui ont une continuité avec le reste de l'univers d'ici, et en même temps que l'on peut regarder sans forcément avoir vu le reste. Ça va être le gros défi, à mon avis, pour eux. Ouais, c'est clair. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, bon, on prend note, on attend, avec quand même un petit peu d'enthousiasme, parce que c'est ce qui nous tient, je pense, quand on aime le cinéma, hein. Enfin, franchement, Ouais. des fois, je lis des tweets de gens qui vont au cinéma entrer dans les pieds en disant ouais, je vais aller voir ce film, mais j'ai pas envie. Bah, alors, à ce compte-là, vas-y pas, quoi. Donc, Bah ouais, voilà, c'est moi, ça, ouais. je sais que je vais y aller avec entrain. Tu l'as très bien dit chez Marvel. Alors, je sais pas du tout ce que vaut cet Ant-Man 3, mais le 2, déjà, moi, j'avais trouvé qu'il avait très peu d'intérêt, et pourtant, j'aime beaucoup le premier Ant-Man. Et c'est vrai que bah il y a vraiment les Éternels ou récemment voilà, soit on prend ce parti très sérieux comme Doctor Strange et ça marche plutôt bien, ou alors on a le côté un peu plus complètement décomplexé de Thor Love and Thunder qui Ouais. personnellement m'a plu. Mm. Mais à côté de ça, c'est vrai que je peux prendre l'exemple de Black Panther qui est sorti il y a peu de temps, le 2 Wakanda Forever. Et ben, je me suis rendu compte que sur le moment, j'avais plutôt apprécié. Et en fait, là, avec le recul, 2, 3 mois après l'avoir vu, ben, c'est un film aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Je me rappelle de plus Ouais. grand chose, ça m'a pas marqué. Et en fait, ce côté, enfin vraiment, quand tu t'avais exposé ça dans une émission, j'avais trouvé ça hyper pertinent quand tu disais que c'est une sorte de bande-annonce perpétuelle, quoi. Et C'est ça. c'est ça. Donc bon, on espère que ce sera pas le cas chez DC, mais affaire à suivre. Et personnellement, bah voilà, je garde mon enthousiasme intact et, euh, et je suis d'ailleurs aussi enthousiaste à continuer d'aller voir les films qui sortent actuellement de chez DC parce que Shazam 2, alors je sais que beaucoup hurlent que la bande-annonce ne fait pas envie du tout. Moi perso, le premier, j'avais pris vraiment mon pied, j'avais trouvé Ouais. ça Moi super aussi, drôle, ouais. Ouais, de super fun. ouf. D'ailleurs, je pense que je vais le regarder de nouveau. Là, je pense, j'ai le Blu-ray à la maison avant d'aller voir le 2. Et je pense que voilà, le 2, ce sera dans ce mood-là. Et c'était loin d'être très mauvais. En conclusion, Black Adam, moi, m'avait pas forcément déçu, mais m'avait pas enthousiasmé non plus, Ouais. outre mesure. Donc voilà, affaire à suivre encore une fois. C'est ça. Puis dans tous les cas, ça faisait des années qu'on disait à DC, qu'on se disait entre nous qu'il fallait de toute façon faire table rase. Ils s'enfonçaient un peu plus à chaque fois en essayant de récupérer un peu les morceaux de ce qu'ils avaient déjà créé pour pas perdre trop d'argent et de pas devoir perdre les gens. Mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il faut être capable de mettre un grand coup un grand coup de comment dire, un grand coup d'éponge sur la table entre guillemets, et puis voilà, et réussir à recommencer tout au début. Ouais. Surtout qu'il y a pas mal de séries CW qui se sont arrêtées, il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver sur la fin tout doucement, donc c'est l'occasion vraiment de clôturer pas mal de choses pour reprendre au début avec des choses un petit peu plus modernes. Donc comme tu le disais, affaire à suivre. On va terminer là avec ce sujet-là, parce que je pense qu'on n'a pas Ouais. grand-chose à rajouter de plus, Oh, on mais était vraiment on a là. fait bien le tour. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, on a fait bien le tour, on vous a dit vraiment tout ce qui était prévu. Alors attention, 2023, du coup, 2 films de prévus, hein, The Flash et Shazam, La colère des dieux. Et si je puis me Ça, permettre, même 3, puisqu'il devrait y avoir Aquaman 2 à Noël. Donc effectivement, c'est tu as raison, 2023, oui, mais c'est dans longtemps, c'est dans 10 mois, mais à Noël, il y aura c'est vrai Aquaman qu'on 2, n'en ouais. parle pas.
Aquaman 2 qui malheureusement est aussi dans le tumulte de pas mal de problèmes et qui est sur la table de montage avec pas mal de soucis. Donc on espère l'avoir à Noël en espérant qu'il soit pas annulé, comme par exemple Batgirl qu'on aurait dû avoir normalement sur HBO Max en 2023 et qui n'a pas vu le jour. Ouais, très très frustrant effectivement, surtout que les réalisateurs étaient belges et donc du coup moi ça m'embête beaucoup que des réalisateurs belges n'aient pas le droit de voir leurs films américains sur petit ou grand écran, mais bon, c'est pas très grave. On y va, on est parti, on passe du côté du petit écran justement avec les news télé. Eh bien allez, on est rentré dans la chronique télé de David, et on va tout de suite parler des audiences qu'ont regardé les Français la semaine dernière, mon cher David. On va revenir sur les audiences, et puis ça va être l'occasion pour nous de vous rappeler aussi qu'on est sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok. Oui, c'est vrai. Où on fait parfois, quand on est ensemble, là c'est pas le cas cette semaine parce que je suis un peu à quelques centaines de kilomètres de notre lieu où on se retrouve d'habitude, mais sur TikTok, la semaine dernière, on vous a parlé du carton d'Astérix Mission Cléopâtre. Je le redis dans l'émission puisqu'on a tourné l'émission pendant que le film passait à la télé, mais lundi 30 janvier, c'est plus de 5 millions de téléspectateurs, 5 100 000 téléspectateurs qui étaient devant TF1 pour un film le lundi soir, hors vacances scolaires, donc un véritable carton pour Astérix Mission Cléopâtre. On va sauter tout de suite au vendredi 3 février, puisque vous savez, on scrute souvent les audiences du vendredi, puisque les chaînes ont décidé d'y réinvestir, on va dire, entre guillemets, du cinéma. Et si c'est à l'instinct sur France 2 qui est fini en première position, en deuxième place, c'était presque du cinéma, puisque c'était vendredi, tout est permis, avec l'équipe d'Alibi.com 2. Et je crois que David, tu regardais l'émission et qu'elle t'a bien plu. Ah ouais, c'était très drôle, ouais, carrément. Et donc à la troisième place, Les 300 cœurs. Et à la quatrième place, Nicky Larson, avec 1 900 000 téléspectateurs. Donc c'est plutôt un très bon score pour la chaîne. Je pense que la case cinéma de M6 le vendredi, on pourrait peut-être la voir se pérenniser, puisque là, on avait eu toute la phase comédie. On vous l'a annoncé, alors dès ce soir ou demain, ça dépend quand sort le podcast, mais le 10 février, en tout cas, ce sera Vaiana. On va entrer dans un cycle film jeunesse. Et donc, gros succès pour Nicky Larson. À noter le bon score de l'Horloger de Saint-Paul, aussi plus d'1 million de téléspectateurs sur France 5 ce soir-là. Et le flop annoncé, on vous l'a dit sur la page Critflix de Twitter, de Pattaya sur C8, qui n'a fait que 288 000 téléspectateurs, ce qui est un score plus que faible, mais enfin, c'est un score faible, on va dire, c'est pas catastrophique. Mais j'aimerais faire un petit focus sur TF1 Série Film, la chaîne numéro 20 de la TNT, qui passait des films chaque semaine. Vous avez dit qu'il y avait eu un bon score, presque 500 000 téléspectateurs pour Godzilla 2 il y a quelques temps. Avec la Boom, on était descendu aux alentours des 300 000, 250, 300 000. Et du coup, TF1 Série Film a décidé d'arrêter les frais et de passer une série à la place. Eh bien, notez bien que la série qui a été diffusée donc ce vendredi 3 février, je m'excuse, je prends juste 2 secondes, j'ai oublié le titre. Je crois que c'est Love Story ou quelque chose comme ça. Je reprends mon petit programme de la semaine dernière pour vous trouver ça. Cette série, donc, qui a fait le score incroyable de 67 000 téléspectateurs. Wow. Seulement 0,3% de part de marché. Oh là là. Ça a donc été vraiment... c'est pas une histoire de programme, c'est tout simplement une histoire de chaîne et de cases en fait qui, à mon avis. Oui, c'est ça. C'est que là vraiment ils se sont dit bon, ils ont testé cette série et ça a été vraiment une catastrophe industrielle. C'est Love Life, voilà. Excusez-moi, j'ai retrouvé le titre. C'est ça. Seulement 60 000 téléspectateurs. Du coup, ce vendredi 10, ils vont nous solder la fin de la série pour être tranquille, entre guillemets. Et le vendredi 17, je peux déjà vous annoncer qu'on va faire un retour au cinéma. Et ce sera la saga Men in Black qui va être diffusée du coup sur cette chaîne. Donc voilà, je pense que si vous avez aimé Love Life, débrouillez-vous pour l'avoir en replay rapidement parce qu'elle ne devrait pas être beaucoup rediffusée ces prochaines semaines. Rapidement, dimanche soir, le cinéma n'a pas trop été à la fête. On vous a annoncé le duel la semaine dernière entre Ocean's 8 et Tomb Raider. C'est Meurtre en eau trouble sur France 3 qui arrive largement en tête avec 3 400 000 téléspectateurs. Puis c'était Ocean's 8, 2 millions 7, puis Capital et ensuite Tomb Raider, 2 millions 3. Donc bon, c'est vrai que c'était pas ce qu'on vous a annoncé de plus foufou pour un duel du dimanche soir. À noter le très bon score du Petit Baigneur avec ses 900 000 téléspectateurs sur C8. Et la petite déception, Robocop, qui ne fait que 650 000 téléspectateurs, seulement à la 7e place des audiences, là où Arte, le dimanche soir, nous avait habitués à dépasser le million ces dernières semaines. Et là, c'était un film plutôt porteur, et bon, voilà, comme quoi les audiences ne sont pas une science exacte.
Et puis enfin, lundi soir, puisqu'on enregistre un peu après le lundi, on peut vous donner Pour une l'audience fois. du lundi 6 février. Astérix aux Jeux Olympiques, Et ça, c'est carton, fou. numéro 1 de la Ouais. soirée, c'est fou. 4 millions de téléspectateurs. Il faut noter qu'à sa dernière diffusion, en 2021, il n'avait fait que 3 millions. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en général, plus un film est diffusé, moins il fait d'audience. Alors certes, la dernière fois, c'était en mai, hors vacances scolaires donc, mais on était en période de couvre-feu, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas sortir, donc quelque part, ça s'équilibre. Et là, C'est vrai. 4 millions, petit scoop d'ailleurs, du coup, enfin, peut-être pas un scoop au moment où l'émission sort, mais petit scoop quand même pour vous dire que TF1, après la diffusion des 3 Astérix, va continuer sa case cinéma le lundi, au Mais moins une non. semaine, avec un film différent. Et je pense qu'avec des audiences à 5-4 millions, de là à dire qu'on aura ciné lundi sur TF1, je ne sais pas, mais en tout cas, la diffusion de cinéma sur TF1 va se poursuivre au-delà donc des 3 Astérix. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'encore une fois, hein, c'est aussi de l'argent qui rentre pour le cinéma et c'est très très intéressant. Et ben moi j'ai une petite news aussi, alors c'est pas un truc très important, mais c'est vrai que j'en ai profité quand j'ai regardé Célibataire mode d'emploi sur TF1 série film justement, c'est qu'ils sont en plein cycle Saint-Valentin, donc vous avez pas mal de films qui sont diffusés en ce moment sur TF1 série film, qui concernent un petit peu des histoires amoureuses, mais pas des trucs à l'eau de rose, c'est pas des téléfilms, c'est vraiment des films de cinéma. Et donc vous avez des trucs vraiment sympas, des films avec Ashton Kutcher, des choses comme ça. Et vraiment il y a pas mal de bons petits films si vous aimez les films un peu romantiques ou les comédies un petit peu plus comment dire qualitatives que d'habitude. Ben voilà, vous pouvez Ouais. vous attarder sur le cycle Saint-Valentin de TF1 série film. Et On d'ailleurs, ils va font pas. beaucoup de cycles sur cette chaîne, ça c'est vraiment sympa. Ouais, Pour Halloween, ils le font aussi, pour Noël, là ils le refont pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est vraiment très sympa ces cycles sur cette chaîne, effectivement. c'est clair. On passe du côté d'M6 si tu veux nous parler de la Green Week. Oui, alors la Green Week, c'est en ce moment, ça a commencé le 5 février, donc ça a commencé dimanche, et ça s'étend jusqu'au 12 février. C'est un événement qui regroupe les chaînes M6, W9, Sister, Gulli et Teva, chaînes donc du groupe M6, et également la radio RTL. Le principe, alors M6 Group engagé par nature, c'est de mettre en avant l'écologie à la télévision pendant une semaine. Alors, je vais être tout de suite franc avec vous. Cette année, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est beaucoup moins porteur que l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, M6 avait déprogrammé certains de ses prime time pour mettre à la place des émissions sur l'écologie. Et j'avais vu notamment le 7 février dernier, je m'en souviens très bien, un documentaire incroyable, je crois qu'il est disponible sur Sisplay, qui s'appelle Rewild et qui racontait comment, c'était vraiment une émission d'écologie positive et ça, je trouve ça intéressant de ne pas être trop dans euh, quand on parle d'écologie, alors effectivement, on sait qu'il y a urgence, mais c'est déjà très anxiogène et d'avoir des Mm. émissions qui nous montrent qu'il y a ce documentaire Rewild montrait vraiment que dans certaines zones du monde, on avait réussi à re-sauvagiser, ça se dit pas, mais à rendre sauvage de nouveau certaines zones en réintroduisant certaines espèces d'animaux, en refaisant pousser certains types d'arbres. C'était hyper intéressant, mais alors par contre, on va pas se mentir, en termes d'audience, ça avait été une semaine très compliquée pour Et M6 bah l'année oui, dernière, forcément. ce qui du coup, je pense, les a amenés peut-être à revoir leurs ambitions un petit peu à la baisse, même s'il faut mettre à l'honneur qu'ils le font, et c'est très très bien, parce que c'est la seule chaîne du PAF à le faire, et M6, c'est quand même pas le plus petit groupe de télévision française, donc c'est important de le noter. Vous avez peut-être vu dimanche soir, alors là, cette année, ils misent, on va dire, plutôt sur leur grande marque, avec des dérivés écologiques de leur grande marque, plutôt que sur des programmes originaux comme Rewild l'année dernière. Vous avez peut-être vu un E égale M6 spécial la semaine dernière, Capital également et enquête exclusive dans la foulée, c'est-à-dire que le dimanche 5 février, vous aviez tous ces programmes à la suite. Alors, à noter, pour toute cette fin de semaine, un jour, un doc à 14 heures, que des documentaires sur comment rendre l'écologie possible, hein, économique, confortable et écolo, les nouvelles maisons anti-gaspi des Français. C'est tous les après-midi à 14 heures sur M6. Ce dimanche 12 février, vous aurez un zone interdite spéciale, fini le gaspillage, ils inventent la maison 100% recyclée. Et à noter que scène de ménage est consacrée beaucoup à l'écologie avec des sketchs sur l'écologie Ah, cette top. semaine. Donc voilà, au lieu de faire des programmes originaux qui étaient un peu plus casse-gueule, on va dire, au niveau audience, ils ont choisi de garder leur grande marque et de leur insuffler un souffle écologique, ce qui est assez sympa. Mm, mm. Euh,
samedi soir sur Sister, vous aurez Famille extraordinaire, elles ont décidé de devenir écolo, un numéro spécial. Sur Gulli, ben, c'était Minuscule, la vallée des fourmis, qui Oui, exact. était mise à l'honneur ce mardi 7 février. Et puis sur Sisplay, vous avez tout un tas de programmes qui sont proposés sur la plateforme. Alors c'est là où il y en a le plus, hein. Animal Impossible, Papouasie, l'expérience extraordinaire, Opération Girafe, enfin bref, et la radio RTL qui parle essentiellement dans ses éditions alors soit dans RTL Matin, RTL Petit Matin, ça peut vous arriver, les grosses têtes, RTL Soir, Jour J, on refait la télé, des gros focus sur l'écologie. Donc c'est une semaine de sensibilisation à l'écologie, encore une fois peut-être un petit peu moins ambitieuse que l'année dernière, mais avec quand même plein de programmes sympas et je pense que ça peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, je me permets, pendant que je vous parle, d'aller jeter un coup d'œil aux audiences, puisqu'on enregistre tôt le matin, et les audiences d'hier soir viennent de tomber, donc du mardi soir viennent de tomber, et je vais aller voir ce que ça donne, parce que il faut savoir qu'hier soir, W9 diffusait le documentaire, on va dire, je pense, à titre personnel, qu'il était peut-être même dédié à M6 de base, hein, qui s'appelait 2050. C'était vraiment une manière d'imaginer le monde en 2050. Il y a eu beaucoup de promos à la radio. On avait notamment hier chez Culture Média, notre émission qu'on affectionne particulièrement, qui en a parlé. Et je vais avoir les audiences en direct pour vous dire que ça a fait 464 000 téléspectateurs. C'est juste en dessous de Jackpot qui a fait 528 000. Donc pour une émission sur l'écologie sur W9, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, Et à c'est pas noter si mal. d'ailleurs le très bon score de Royaume de glace, l'Arctique, on vous en Ouais. parlait la semaine dernière, qui a fait 2,3 millions. Ça, c'est génial pour un chouette documentaire. Donc voilà pour la semaine green chez M6. Bon, en tout cas, c'est une très très bonne idée. Et puis c'est vrai que bon, bah, se lancer sur une semaine complète comme ça, finalement, on tombe forcément au moins un jour sur un programme, Ouais, c'est ça. voilà, et surtout sur toutes les chaînes possibles. Donc non, c'est une très très bonne idée. C'est beaucoup plus ambitieux que faire ça sur une seule journée, tout à fait. Ouais, complètement. Ouais. Terminé l'écologie, on va partir sur des émissions cultes de la télévision qui ont bercé notre adolescence, mais pas à la télévision. Eh bien, tout à fait. C'est la surprise de ces derniers jours, c'est que vous allez pouvoir revoir sur vos écrans deux émissions cultes. La première, c'est Secret Story, qui a été un gros carton sur TF1, puis sur TFX, hein, cette espèce de love story, mais dans lequel on avait rajouté des secrets pour les participants. Et puis Popstar. Popstar, alors là, moi, ça a vraiment bercé mon année de quatrième hein, quand c'est sorti, Mhm. et c'était sur M6. On avait vu notamment les L5, hein, le premier groupe sortir de cette émission. Eh bien, Popstar et Secret Story vont faire leur retour, mais pas à la télévision, puisque c'est Amazon Prime qui a racheté les droits donc aux sociétés de production et qui devrait proposer ces émissions sur la plateforme. On sait que Amazon Prime mise pas mal sur ce genre de programme, hein, et d'ailleurs, Nabila pourrait, au conditionnel, être la présentatrice de Secret Story. Et Nabila, on sait qu'elle a déjà un partenariat avec Amazon Prime. Et Prime se lance pas mal dans la télé-réalité. C'est un genre qui cartonne beaucoup chez les jeunes, qui est beaucoup, beaucoup moins présent à la télé qu'il y a 10 ans. C'est pour ça que j'ai Mhm. tendance à dire encore une fois, moi, c'est des programmes que j'aime pas spécialement, enfin, pas du tout même, mais c'est des Ouais. programmes qu'on voit presque plus à la télé. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Et ce qui fait que j'ai souvent tendance à dire que la télé est beaucoup plus qualitative maintenant qu'elle y était il y a 10 ans. On revient plus à des programmes plus classiques d'émissions, de Mhm. documentaires et de cinéma, de séries et de téléfilms de qualité, comme ça pouvait être le cas il y a 20-25 ans d'ailleurs. Et donc ces deux programmes, je trouve que c'est une sacrée prise d'Amazon. Personnellement, je ne suis pas du tout le public visé, mais je pense que ça peut avoir son petit succès. Mais complètement, mais c'est marrant de voir en plus les plateformes s'intéresser à la télé-réalité. On voit que Netflix, par exemple, a fait déjà 2-3 jeux concours qu'on peut regarder, mais étant donné que je trouve Ouais. qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de replay, de pouvoir regarder plusieurs fois une série, tu vas la regarder plusieurs fois, t'as aimé la saison 1, tu vas remater la saison 1. Là, je sais que par exemple, ils avaient sorti True Story. Les gens Ouais. qui racontent les histoires, ça a pas un potentiel de rediffusion voilà, pour le regarder une deuxième fois. Alors ça m'étonne un petit peu. Je trouve que c'est des programmes qui forcément vont rester sur la plateforme, vont prendre de la place sur les serveurs, sans forcément que les gens Ouais. s'y intéressent après quelques semaines de sortie, parce que on voit que la Star Academy, par exemple, cette année a eu beaucoup de succès de Mhm. par le fait que c'était un direct toutes les semaines avec comment dire, une présence sur les réseaux sociaux qui réagissait à l'émission en direct. Là, le fait est que ça
ça va sortir peut-être un épisode par semaine, on va en entendre parler pendant 24 heures, et puis en fait, voilà, ça va vite disparaître. Donc je trouve que l'idée est assez originale, on verra ce que ça donne, voir un petit peu, j'espère que Prime pourra nous donner un jour les chiffres de, je crois que c'est Astrolove, ça s'appelle, Ouais. l'émission de Nabila justement qui essaye de faire rencontrer des gens selon leur signe astrologique. Alors moi je suis comme toi, hein, j'aime pas ce genre d'émission, mais je trouve ça toujours intéressant d'étudier les chiffres et de voir que s'ils continuent à racheter ce genre de modèle, c'est que forcément ça doit ramener du monde sur la plateforme, en tout cas fonctionner. Mais Oui, surtout bah qu'en oui, plus sans doute. c'est pas le problème, c'est que c'est pas international, c'est-à-dire que là pour le coup tu prends des Français même en mettant des sous-titres par-dessus. Je vois par exemple LOL qui ressort, Ouais. ils ont mis à disposition les autres LOL qui ressort des autres pays. Je pense pas qu'il peut-être la version anglophone, mais il me viendrait pas à l'idée d'aller regarder LOL qui ressort espagnol ou turc sur la plateforme. Donc il y a pas Bah ouais. d'internationalisation possible pour ce genre d'émission. Donc c'est quand même assez spécial. Après bon, voilà, on verra ce que ça donne de toute façon dans Ouais, les vraiment, mais prochaines semaines. je serais vraiment curieux d'avoir les audiences, en tout cas les chiffres de visionnage, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. On va passer sur un festival, le festival de Luchon, et il faut que tu m'en parles parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, le Festival de Luchon, c'est un festival, c'est un petit peu les Césars de la télévision, qui récompense les films et les séries qui passent à la télévision. Alors, Ah, je vous le dis tout de suite, spoiler, il n'y aura pas Vortex, puisque Vortex est une série de 2023, et que eh là, on oui. récompense les séries 2 et les téléfilms de 2022. Et surtout, ce qui est assez original, c'est que ils ont repris un peu cette année le principe des 7 d'or. Alors, les 7 d'or, les plus jeunes, évidemment, ne l'ont pas connu. C'est vrai, Les 7 d'or, c'était les récompenses de la télévision quand on était enfant c'est ça. on va dire, récompensait le meilleur animateur, la meilleure émission de télé. Eh bien, cette année, le Festival de Luchon a repris ce principe. Et donc, un petit mot sur le palmarès, il est en 3 parties. Une partie documentaire que je ne vais pas détailler ici parce qu'effectivement, c'est des films peut-être dont on a assez peu parlé. Simplement vous dire que dans la partie fiction, le Grand Prix de la fiction unitaire est revenu à TF1 pour son film Le Colosse au pied d'argile, que vous avez pu voir peut-être en septembre, en début d'année, qui racontait la pédocriminalité dans le monde du rugby. C'est un sujet assez dur, assez fort en prime time sur une chaîne comme TF1, et donc il a eu le Grand Prix de la fiction unitaire. Le Grand Prix de la série, c'est Des gens bien, une série Arte qui raconte une arnaque à l'assurance vie. On en avait pas mal parlé également à la sortie. À noter rapidement, hein, le prix du meilleur interprète masculin, c'est Olivier Chantreau dans Le Colosse au pied d'argile, justement. Et le prix de l'interprétation féminin, c'est Carole Bianic dans Fille de paysan. On a aussi ben voilà, hein, des prix, la meilleure musique originale pour le Horla, etc., etc. Donc je vous invite à aller voir le palmarès plus en détail parce que c'est vrai que finalement, c'est c'est des choses qui sont assez peut-être assez pointues, mais en tout cas, je trouve ça bien qu'on ait un festival qui puisse récompenser comme ça la fiction à la télévision, puisque finalement, c'est quand même quelque chose, on l'a dit, hein, qui est extrêmement regardé. On a des millions de téléspectateurs qui regardent les meurtres A, les crimes A et ce genre de choses. Et bah, c'est vrai que ça fonctionne quand même plutôt fort. Donc moi, personnellement, je milite déjà pour Vortex en 2023. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on se ferait bien une émission là-dessus. Mais bon, je pense que c'est un programme qui a de l'avenir. Ouais, complètement, ouais. Mais surtout, on attend que tu Euh, regardes le premier épisode de l'Abîme, parce que Océane m'a dit oui, de toute façon, il faut attendre que David ait regardé le premier épisode de l'Abîme, et s'il nous dit que c'est bien, on regardera. d'accord. Eh ben, écoutez, j'essaierai de regarder ça. Un petit mot quand même sur les récompenses pour les émissions de télé, pour vous dire que le Grand Prix du format de flux, c'est-à-dire d'une émission diffusée à la télévision sur un flux de diffusion classique, c'est-à-dire à heure fixe à la télé, c'est les Rencontres du Papotin qui l'ont remporté. Cette émission dont Ah on vous oui. a parlé en début d'année, qui a également qui a également remporté le prix de l'émission événementielle. Donc voilà, bravo Rencontre du Papotin. C'est vrai qu'on avait beaucoup aimé cette émission. Mm. Le prix du meilleur jeu télé, c'est Tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Boccolini sur France 2 le midi. Le prix du meilleur magazine, La Maison des Maternelles sur France 2 le matin. Le prix de la meilleure émission de divertissement, c'est peut être assez original, c'est Fort Boyard sur France 2. C'est vrai qu'on en parle assez peu, mais finalement, Bah oui, point de vue production, c'est colossal à faire Fort c'est Boyard, hein, vrai, tourner c'est cette vrai. émission dans ce petit fort comme ça. Et puis, prix de la quotidienne, Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Et puis, David, ça va te faire plaisir puisque le prix de la meilleure émission hebdomadaire, c'est Vendredi, tout est permis sur TF1 qu'il Ah, a bah voilà. remporté. Et enfin, meilleur présentateur, Cyril Ferraud, France 3. Oui, Et meilleure présentatrice, Faustine Bollard sur France 2. Voilà pour ce petit tour du palmarès.
Ah bah c'est chouette ce petit festival, là, finalement ça permet de faire connaître la télé et puis d'en parler un petit peu, donc c'est vraiment cool. On reste sur la télé, normal, c'est ta chronique télé, et on va parler d'un anniversaire d'une chaîne que moi malheureusement je n'ai pas l'occasion de regarder souvent puisque je n'y ai pas accès, mais que la plupart des gens ont sur leur box. Oui, alors tu m'avais dit que tu avais bien aimé qu'on parle de chaînes de télé dans la chronique. Alors on a parlé il y a 15 jours de Polar Plus, la semaine dernière c'est Paris Première, et là c'est les 28 ans de la chaîne RTL9. Alors pourquoi 28 ans? Je ne sais pas, c'est eux qui ont noté sur leurs réseaux sociaux, qui ont fait un petit post pour leurs 28 ans, puisque la chaîne est née le 23 janvier 1995. Alors il faut noter qu'avant RTL9, ça s'appelait RTL TV, c'était une chaîne qui était diffusée essentiellement au Luxembourg et qui est devenue RTL9 donc en 1995. Et d'ailleurs, David, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle RTL9? Pourquoi c'est ce numéro-là et pas RTL2 ou RTL8? Je t'aurais dit que c'est peut-être la neuvième chaîne du Luxembourg, mais... Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais en fait, non, pas du tout, puisque c'était la première chaîne du Luxembourg. Ah, C'est pour le côté programme nouveau, RTL tout neuf. Neuf, ah neuf, en fait, d'accord. fait référence à la nouveauté de la chaîne. Et donc, c'est une chaîne qui, on le sait assez peu, mais a été diffusée d'abord au Luxembourg, puis dans une partie de la France, dans l'est de la France. C'est une chaîne qui a été diffusée. Alors, je suis en train de recevoir un appel. Est-ce que ça fait des... Non. Non, ça gêne pas. Bon, alors je réponds pas à l'appel et je reprends. RTL9, on le sait assez peu, mais c'est une chaîne qui a été diffusée dans une partie de la France avec des décrochages régionaux. En Lorraine, il y avait RTL9 Lorraine, et au-delà de ça, on avait donc RTL9 qui était diffusée au Luxembourg. Puis elle est arrivée en France et elle avait une grande particularité, cette chaîne, c'est que étant placée au Luxembourg, RTL9 était soumise au droit de l'audiovisuel luxembourgeois et pas français. Et donc, cette chaîne diffusait des films le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi et faisait de véritables cartons d'audience, Tu battait m'étonnes. les chaînes françaises parce qu'ils avaient le droit de diffuser du cinéma. Alors, c'était une chaîne qui était une généraliste avec beaucoup d'émissions. Aujourd'hui, de nos jours, c'est une chaîne qui est devenue ce qu'on appelle une mini-généraliste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'émissions de télé. On a notamment du téléachat le matin. On a également des émissions style vidéo gag avec des petits bêtisiers. Et surtout, on a une émission de cinéma qui a été créée il y a assez peu de temps. Elle a été créée le 4 octobre. Ça s'appelle Ciné ou Canap. Alors, c'est un peu, on va dire, on est loin de beaux gestes, mais c'est un peu le même principe. C'est Émilie Palot, une journaliste qui va rencontrer des cinéastes, des réalisateurs qui ont fait des films ou des acteurs qui sont sortis au cinéma ou sur les plateformes. Donc Ah bien. ouais, c'est assez intéressant de le noter. C'est que vraiment, on a cette émission, c'est tous les mardis soirs après le film. Donc c'est vers 22h45 et c'est disponible également en replay un peu partout. Et aujourd'hui, RTL9, c'est la seule chaîne en France généraliste ou mini-généraliste. Alors, elle est accessible via la TNT payante ou sur les box, donc quand même, beaucoup de gens y ont accès, tu y as dit, mais ça reste une chaîne payante. Et c'est la seule chaîne donc à diffuser du cinéma tous les soirs en prime time, hors chaîne dédiée au cinéma, bien sûr, type Ciné+, Bien sûr. Canal+ Cinéma ou Atlas Studio. Et c'est vrai que moi, c'est une chaîne que j'affectionne particulièrement parce qu'on y voit beaucoup de films qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et surtout, ils continuent ce qui a fait le succès de la chaîne pendant de nombreuses années, c'est-à-dire des films le samedi et le dimanche, et surtout des films l'après-midi, en journée. Comme on a le reste de l'année pour Noël, il y a des films en journée sur RTL9. Je vais vous donner l'exemple de ce dimanche, par exemple, qui arrive le dimanche 12 février. Sur RTL9, vous aurez, il y a à boire et à manger, il y a un peu de tout, à 14h45, Black Storm, ce film catastrophe avec une grosse tornade, suivi de Déjà Vu de Tony Scott en Ah 2006, oui. un thriller assez sympa avec Denzel Washington. Puis à 18h35, Minority Report. Donc pour le coup, là, gros blockbuster de Steven Spielberg. Ensuite, Voyage au centre de la Terre 2, puis Rambo. Donc c'est dire, on a une programmation éclectique. Alors on pense évidemment aux gens qui veulent rester simplement chez eux, se faire un après-midi canap au cinéma. On pense aussi aux gens qui malheureusement ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Avoir des chaînes comme ça qui diffusent du cinéma, c'est chouette. Et à noter que vous avez régulièrement des cycles. Là, actuellement, il y a un cycle Tom Cruise, il y a un cycle Denzel Washington, il va y avoir un cycle Eddie Murphy. Et le lundi soir, vous avez ce qu'ils appellent Creepy Monday. Ce sont des films d'horreur diffusés tous les lundis soirs. Ça avait commencé pour Halloween en 2021. Et ça a tellement marché qu'ils n'ont jamais arrêté le cycle. Donc même à Noël, il y a des films d'horreur tous les lundis soirs sur RTL9 depuis 1 an et demi. Et ce qui est assez quand même, ce qu'il faut noter, par exemple avec son cycle Rambo là du samedi soir, il y a un Rambo tous les samedis depuis une dizaine de jours, ou avec des films qu'ils ont en exclusivité. C'est par exemple la première chaîne française à avoir eu le film Ça 2
en exclusivité, ou le film Ma, je sais pas si tu vois Oui, vous voyez ce que c'est, bien film sûr. d'horreur, etc. Eh bien, en fait, la chaîne arrive régulièrement à passer les 500 000 téléspectateurs en audience. Ah, Alors, vous allez me dire, bien. c'est pas énorme parce que, oui, par rapport à ce qu'on vous dit tout à l'heure, qu'il y a des chaînes, quand ils font 600 000 pour Arte, c'est pas terrible, mais il faut rappeler que c'est une chaîne payante. Donc, toute la France n'y a pas accès. Donc, 500 000 téléspectateurs pour une chaîne payante, c'est vraiment de sacrées performances. C'est une chaîne qui marche fort, qui certes est un petit peu désincarnée. Il n'y a plus vraiment d'animateurs à part Émilie Palot dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui, en misant sur des séries en journée et sur du cinéma le soir, fonctionne très très fort. Eh ben, merci pour cette explication d'RTL9. C'est vrai que moi j'aime beaucoup quand tu nous expliques une chaîne comme ça à chaque fois. Là, on a eu l'historique carrément, donc c'est vraiment cool. Eh ben, écoute, on va passer au programme de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben c'est parti, programme télé. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le samedi. Alors vous le savez, et on se pose la question, d'ailleurs tu l'as très bien posé même sur les réseaux sociaux, le vendredi soir ça cartonne, et pourtant les chaînes sont toujours très frileuses à passer du cinéma le samedi. M6 Ouais. y était lancé à l'été 2021 avec une fortune assez moyenne. Mais samedi soir, il y a un film documentaire sur Arte qui s'appelle Antarctica sur les traces de l'empereur. Et à ton avis, pourquoi je te parle d'Antarctica sur les traces de l'empereur? Parce que tu connais bien, 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 bien celui qui a fait ce film, c'est Vincent Munier. Ah, d'accord. Vincent Munier qui a fait La Qui... Panthère des Neiges Voilà, c'est ça. et dont on avait reçu dans notre cinéma le producteur début 2022. Ça Ouais. avait été un chouette moment d'ailleurs, hein, la salle était pleine. Gros succès pour ce film documentaire et ça c'est son film précédent. Et donc voilà, il n'y aura qu'un film à la télé en journée. Alors évidemment sur les chaînes gratuites, hein, puisque je vous l'ai dit, sur les chaînes payantes, c'est Rambo 3 d'ailleurs sur RTL9. Mais c'est important de le noter parce que du cinéma, on va dire documentaire à la télé en prime time, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, ce sera samedi soir sur Arte. Et maintenant, roulement de tambour, puisque c'est le duel du dimanche soir. Et alors David, tu vas pouvoir nous annoncer ce qui va passer sur France 2. Non, je ne sais pas. Sur France 2, ce sera Les Choristes. Ah oui, Effectivement, c'est gros vrai. carton, succès d'audience Ah oui, presque forcément. assuré, je dirais. C'est vrai que ça marche très fort. Les choristes, ça marche à chaque fois. Et d'ailleurs, il est diffusé très souvent pendant les vacances de février. Je pense qu'ils aiment bien France 2 passer ce film-là à cette date-là. Et face à lui, sur TF1, eh bien, c'est pas forcément une surprise, mais je vous ai dit, c'est très différent de la semaine dernière où on a vu un duel de blockbuster avec Tomb Raider d'un côté et Ocean's 8 de l'autre. Eh bien là, ce sera un duel franco-français, puisque face aux choristes, vous aurez alibi.com, le Voilà, numéro 1. forcément. Forcément, on vous l'a dit, la télé et le ciné, quelquefois, ça s'entremêle un peu. Et finalement, pour le meilleur, puisque les gens qui sont allés voir le 2 au cinéma vont vouloir voir, je pense, le 1 en salle, vont vouloir voir le 1 à la télé, pardon. Et puis, il y a des gens qui vont voir le 1 en se disant, ah ben le 1 passe à la télé, on va aller voir le 2. C'est ça. Donc, je trouve ça assez chouette. À noter que c'est du coup, je crois, le seul film de Philippe Lachaud dont TF1 est propriétaire des droits, puisque sur on a vu récemment Nicky Larson Ouais. ou Épouse-moi mon pote. Épouse-moi mon pote sur M6, sachant que Babysitting de base c'est M6 qui avait les droits, mais à un moment TF1 les avait repris. Donc peut-être que TF1 a toujours les Ah. Babysitting. En tout cas, alibi.com dimanche soir face aux choristes. J'attends ton pronostic. Et ben écoute, dur parce qu'Alibi.com viendra de sortir, donc je dirais, eh ben tu sais quoi, je pense que ça va être une grosse soirée ciné, je dirais 4 millions pour Alibi et 3 millions pour les choristes. Sachant que les choristes, hein, c'est un des plus gros succès du cinéma Ouais, français. Ça les marche gens toujours très adorent, fort. hein. Donc Ouais. moi, je pense que ça risque d'être serré et je ne sais pas qui sera devant l'autre, mais bon, à voir. On vous Ouais. donnera ça la semaine prochaine. Sur Arte, on est un peu dans la lignée de Robocop puisque c'est le film Starship Trooper de Ah Paul super, Verhoeven qui toujours. va être diffusé dimanche soir. Donc très belle initiative, je trouve. On espère que ça fera un peu plus que Robocop. Mhm. C8 vous proposera Peur sur la ville d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo. Vacances oblige sur W9, ce sera La Belle et la Bête, mais Ah bah oui. version Christophe Gans avec Vincent Cassel et Léa Seydoux. Moi, je l'ai pas vu celui-là, je sais Ah pas ce que non, t'en je l'ai penses, pas vu non plus, non. Encore un gros mais film j'avoue que pâté. ouais, c'est ça. Mais j'avoue que mon cœur irait presque plutôt sur TFX avec Edge of Tomorrow de Ah, Doug Liman avec j'adore. Tom Cruise que j'avais adoré à l'époque de sa sortie en Exceptionnel. salle. Ouais. Sur Gulli, un film de Disney né en Chine. C'est un film documentaire sur les Ah pandas. oui, oui, tout à Euh, fait. Ça fait partie des à Disney noter. Nature.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on n'en voit plus de Disney Nature, ou alors c'est sur Non. Disney Plus peut-être maintenant. Ouais, peut-être, ouais. À noter sur France 4, sur France 4 à 21h10 dimanche soir, il y a la pièce de théâtre Une heure de tranquillité. C'était un film sorti le 31 décembre 2014 avec Christian Clavier, Ouais. qui n'avait pas été forcément un très bon succès. Moi, c'est pas un souvenir impérissable. Mais Ah la ouais. pièce de théâtre avec François Berléand et Isabelle Gélinas est mise en scène par Florian Zeller dans cette version, le réalisateur de The Phaser Et oui! Ah et oui! Ah de The oui! Sun D'accord. qui était avant un metteur en scène de théâtre et qui l'est toujours. Et du coup, j'avoue que cette version, vu que j'avais adoré The Phaser, j'ai bien envie de découvrir ce que Bah ça peut oui, donner. carrément. Et puis enfin, sur M6, sur Sister, pardon, numéro 22, classique des vacances, un petit Astérix dessin animé Ah bah voilà. avec Astérix et la surprise de César, donc suivi d'Astérix et les Vikings. Ça, c'est le programme du dimanche. On va passer au lundi avec Astérix et Obélix contre César, le 13 février, à voir les audiences. Il faut savoir que la dernière fois, il y avait eu, je crois, 500 000 téléspectateurs au moins de plus pour la surprise de César que pour celui aux Jeux Olympiques, qui est assez décrié, que personnellement, moi, j'aime pas du tout, c'est vrai. Donc, à voir, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre personnellement? On verra ça le jour de la Saint-Valentin. Ça ne nous empêchera pas d'être avec nos amoureuses respectives, mais quand même à C'est 9h, vrai. un petit coup d'œil aux audiences pour voir ce que ça aura donné. Le film du soir sur France 3, ce sera Knock. Alors, pas Hâte de cabine, c'est Knock Ah, tout court, hein, avec Omar Sy, qui joue un médecin. Je l'avais vu au cinéma, celui-ci, de Laurent Lévy, un film en ah 2017, oui, exact. qui joue un médecin sans diplôme. Voilà. À noter sur Canal+, l'arrivée de la nouvelle série Django, série franco-italienne très 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 ambitieuse, une série western qui devrait faire parler. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne dans les prochaines semaines. Sur Arte, ce sera le talentueux Monsieur Ripley de 1999 avec Matt Damon et Gwyneth Ouais. Paltrow et Jude Law. Je l'ai Je jamais vu, donc je j'avoue sais que ça me pas. tente bien. Ouais. Je suis pas un grand fan, mais bon, c'est bien de le diffuser. On verra. Mon programme télé Ouais. dit un thriller subtil et captivant, servi par un excellent casting. Ah Donc bah à voilà. voir. W9 dans son duel comment dirais-je de blockbuster avec TMC. Alors TMC, eux, ils sont droits dans leurs bottes. C'est Star Wars, hein, c'est l'épisode 8. Rappelons que le 1 avait été diffusé le 30 décembre, donc c'est vrai que ça s'étire sur 9 semaines, c'est énorme hein, Ah ouais, ouais, finalement. c'est énorme, ouais. Et face à eux, donc sur W9, il y aura le livre de la jungle, version John Favreau. Donc Ah, chouette. moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un des seuls live action avec Peter Elliott le Dragon que j'aime vraiment beaucoup. Il a été diffusé pendant la Noël, non? C'est ça, hein? Ouais, il a été diffusé à Noël, tout à fait. Le cycle Saint-Valentin, tu en parlais sur TF1 Série Film, ce sera un téléfilm, Coup de foudre en Ah Andalousie. ouais. Et ce sera à peu près tout pour le lundi. Le mardi soir, 14 février, la Saint-Valentin, si vous êtes seul ou si vous avez envie de vous faire un petit plateau télé avec votre amoureuse, eh bien sur France 2, il y a la fête de la chanson d'amour. C'est pas un film, mais c'est un Oh. programme avec que des belles chansons romantiques. Et puis sur Canal+, PSG Bayern Munich. On sait que c'est très souvent que le PSG joue son huitième de finale de Ligue des Champions un jour de Saint-Valentin. Ça leur porte rarement bonheur d'ailleurs. Mais on sait que ça risque de faire un petit peu embêter certains couples ce soir-là. Hein, certains voudront voir le match et pas d'autres. Mais sur M6, on a anniversaire surprise chez les Baudins. C'est toi qui me l'avais signalé Oui. d'ailleurs, David. Oui. Spectacle inédit qui devrait avoir quand même son succès, je pense. Oui, je pense, ouais. Alors, pour les romantiques aussi sur W9, Pretty Woman, forcément, soir de Saint-Valentin, Forcément. Bien obligé. sûr. Alors, C8, Seuls les Indomptés, c'est un western de 1962, c'est beaucoup moins romantique. TFX va jouer la carte du blockbuster, ça marche pas mal, encore hier soir avec Jackpot, plus de 500 000 téléspectateurs, avec Rampage, on parlait de ce bon vieux Dwayne Ah! Johnson, de 2018, donc qui devrait, je pense, avoir aussi son petit succès. Ouais, ouais. Même si sur NRJ12, on joue pas la carte Saint-Valentin, mais la carte famille avec La Nuit au musée, Le secret des pharaons. C'est le troisième et c'est Ouais. un film malheureusement tristement célèbre pour être le dernier de Robin Williams, qui Ah était oui, déjà c'est très vrai. malade en le Exact. tournant. Ouais. Et voilà, hommage à ce grand acteur. Voilà pour le jour de la Saint-Valentin. On passe au mercredi 15 février avec assez peu de cinéma sur les grandes chaînes. Ça, vous en avez l'habitude le mercredi. C'est Arte qui dégaine en premier avec Les Fantômes d'Ismaël, qui avait fait Mm. l'ouverture du Festival de Cannes en 2017. J'avais plutôt apprécié, mais c'est pas du tout grand public. Hein. Faut bien avoir conscience que c'est un film assez avec beaucoup de sous-textes. Voilà, c'est pas forcément très accessible, on va dire, pour tous
dès le début. Johnny Langlish sur ses stars, alors là aussi c'est les vacances, petite comédie à partager ensemble. Et sur Sister, ça doit être le début de la saga Rouge Ruby. Alors il y a Rouge Ruby, je crois, Ah Bleu oui, Saphir exact. et Vert Ouais, Émeraude. c'est ça. Euh, c'est des romans pour ados, si je dis pas de bêtises, qui ont Mm. été adaptés au cinéma. J'avais regardé à l'époque sur Canal le premier, et je m'étais dit que j'étais pas forcément le public le public cible, pardon. Mais voilà, pour les gens que ça intéresse. Le jeudi, France 3 diffuse plus de films. Il faut dire qu'il y a le rouleau compresseur Balthazar sur TF1 Ah ouais, avec Thomas forcément. Sisley. C'est la dernière saison en plus, hein. Il a Mm. annoncé qu'il ne la jouerait plus et du coup, bah, carton d'audience à chaque fois. Donc c'est un téléfilm à la place sur France 3. À noter, on vous l'avait annoncé sur Netflix en exclu, mais presque, il y a quelques semaines, le début de Pékin Express Eh qui oui. va arriver à ce moment-là. Et du coup, bah, pour trouver du cinéma, il va falloir aller sur la TNT avec notamment Lucky sur C8 avec Michael Youn. C'était sorti Ouais. en 2020. Bon, je l'ai pas vu. Je suis pas tenté plus que ça pour le regarder non plus, je Ouais, vous non, moi avouerai non bien. plus, ouais. Ouais. Mais du côté de TMC, ben, c'est une saga moi que j'aime bien, c'est Jumanji Next Level, donc le numéro 2 de Jumanji avec Dwayne Johnson. Là encore, décidément, Dwayne Johnson, beaucoup, on en a parlé dans l'émission, mais beaucoup à la télé. C'est vrai. Moi, je les aime vraiment bien, les Jumanji. Je sais pas toi, mais je suis très bon public de ce Jumanji-là. Je sais que c'est pas terrible. Bah, le premier, moi j'ai vraiment bien aimé, je trouvais que l'adaptation était vraiment bien faite, le lien avec le jeu vidéo était vraiment respecté, on sent que là pour le coup Dwayne Johnson est un vrai geek en fait, et que du coup il a compris les codes pour relier un petit peu le filmique au jeu vidéo. Le 2, je vais t'avouer que je me suis endormi devant au cinéma. Parce que j'avais une Ah, vie très compliquée à l'époque, et j'allais voir les films à 22h15 après avoir cumulé 2 jobs, ouais, ouais, et donc ouais, forcément je ouais. m'endormais souvent devant les films, je me suis endormi devant Bad Boys 3 par exemple, tu vois. Donc D'accord. voilà, donc je vais peut-être retenter de le regarder et me dire que c'est une bonne suite, mais malheureusement, la Bah, première fois que je l'ai vu, ça n'a pas été un franc alors, succès. attention, mon avis n'est pas celui de la majorité, hein. Ouais, Les gens ouais, n'ont ouais, pas non, mais bien forcément sûr. adoré, mais moi ça me divertit bien. En tout cas, si vous voulez voir un film culte, eh bien, vous pouvez aller sur TF1 Série Film avec Interstellar. Et Oh, là, pour le coup, gros succès de Christopher Nolan, qui ouais. a toujours un bon succès d'audience quand il passe à la télé, donc à voir. Et puis, je vais quand même vous parler d'RTL 9 rapidement, puisqu'on en a parlé dans cette chronique. C'est Hit, là aussi, gros film en perspective. Et enfin, vendredi, le blockbuster de Canal+, ce sera Les Mignons 2. Il était une fois Gru. Ah, Bah ouais, cool. c'est les vacances. Donc, Ah oui, et, forcément. et vendredi 17 février, on aura 3 zones en vacances. Ce sera le dernier week-end de vacances de la zone de ma zone. Je sais jamais, je crois, de la zone A, si je dis pas de Ah, bêtises. ouais, c'est ça. Ce sera le milieu des vacances de la zone B et ce sera la fin des vacances de Paris, le début pardon des vacances de Paris. Donc forcément, ça risque de fonctionner. Et c'est d'ailleurs le soir qu'a décidé où M6 va diffuser Aladdin, mais le Aladdin Ouais, version Guy Ritchie de 2019, c'est ça. après Vaiana, donc Aladdin, qui devrait, je pense, avoir aussi son succès d'audience, parce que même s'il n'a pas forcément de très bonnes critiques, voilà, à voir ce que ça peut donner. Mais je pense qu'il y aura du monde devant la télé. En deuxième partie de soirée, le Beverly Hills 2. Bah oui, il y avait le 1 la semaine dernière, si vous vous Ah bah souvenez oui, bien de c'est vrai, l'émission. bah oui, exact, oui. Après, un prof pas comme les autres, 3 à Ah bah oui. 1h15 du matin. Ah oui, donc pareil, Donc, ils avaient passé le 2 la semaine d'avant. ouais, ils avaient passé le 2 la semaine d'avant, donc voilà, ils avaient sans doute des droits un petit peu à écouler. Et à Sûrement. noter surtout sur France 5, un documentaire qui s'appelle Où est parti E.T. L'enfance selon Spielberg, suivi d'un téléfilm Walt Disney, l'homme qui voulait changer le monde. Donc, Ah, après Arte la semaine dernière, c'est France 5 là, qui se met vraiment dans ce type de, de programme. Donc c'est vraiment chouette, sachant que en même temps, en face sur Arte à 22h30, on aura Dans les yeux de Johnny Depp, un film sur la vie donc de Johnny Depp, un film documentaire. Donc beaucoup de films sur les coulisses du cinéma. Et ça, ah je c'est trouve que cool. c'est vraiment à saluer. Et puis enfin, TF1 Série Film, donc, qui après son carton d'audience avec ses 67 000 téléspectateurs, donc repasse au cinéma avec Men in Black le vendredi 17 février en soirée. Voilà donc pour mon petit tour d'horizon du cinéma et des séries à la télé sur cette semaine, donc qui s'étend du samedi 11 février au vendredi 17. Eh ben dis donc, ça nous en fait des choses à regarder encore en linéaire si vous n'avez plus des N'est-ce pas? plateformes, par exemple comme moi qui vient de résilier absolument tout mes plateformes hormis Prime Video.
Bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Bah dis donc, on aura carburé, on aura charbonné là cette fois-ci. On vous invite encore une fois, avant de nous quitter, à de vous abonner, de nous liker, de mettre un commentaire, de venir nous rejoindre sur Discord, sur Twitter principalement, où on est les plus actifs pour le moment. Et puis tout simplement parler de nous autour de vous, parce que ça nous aide énormément. C'est ce qui fonctionne finalement le mieux, c'est le bouche à oreille. Et c'est de dire à vos amis que finalement notre émission, elle est vraiment trop bien, et que quand on s'ennuie dans le métro ou quand on est en train de marcher, qu'on promène son chien, c'est toujours sympathique d'écouter ce qui va passer à la télévision dans la semaine. Merci mon cher David. Eh ben merci à toi, et puis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine, salut.